Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, s'invite à nouveau dans l'actualité avec cette sortie de Maurice Kakogi-Kawe, ex-conseiller politique de Cheikh Tidiane Cham, président de l'ancien parti unique, qui a tenu à répondre au porte-parole de son parti, Bredoumi Soumaïla, ainsi qu'à Jeune Afrique. Après le giga-meeting de la CAPSI prévu ce samedi 30 mai, le PPACI organise également un meeting le 7 juin prochain dans la commune de Port-Bouët, toujours à Abidjan. Voilà les sujets au menu de l'émission de ce vendredi de l'Intelligent Club. Merci à vous de nous rejoindre. Les débats dans quelques instants. Soro Djabiga, Jean-Richard Nguesson, bonsoir. Bonsoir Adji. Et merci encore d'être là ce vendredi pour terminer la semaine. C'est un plaisir. Toujours avec les actualités nationales qui sont aussi brûlantes que d'habitude. Alors aujourd'hui, on commence avec le PDCI-RDA encore, qui s'invite au sommet de l'actualité avec cette sortie, on peut le dire, fracassante de Maurice Kakogi-Kawe, ancien secrétaire exécutif de ce parti, appelé par les militants affectueusement Capitaine Courage, du temps du PDCI, du président Rikonan Bédié. Alors, il sort pour porter la contradiction au porte-parole du parti, le député Bredoumi Soumaïla, ainsi qu'à Jeune Afrique, qui l'accuse, lui ainsi que Jean-Louis Billon, de chercher à créer un groupe parlementaire séparé du groupe parlementaire du PDCI qui est au Parlement et qui est dirigé par l'honorable Do Simon. Jean-Richard Nguesson, jusqu'où iront les tensions au sein de l'ancien parti au pouvoir? On se pose des questions parce que les jours se succèdent, les semaines se succèdent, mais au niveau du PDCI-RDA, on observe chaque jour des rififi et je pense que c'est dommage pour ce parti. C'est en cela que je fais partie des personnes qui fustigent un tant soit peu l'absence du président Cham. Parce que quoi qu'on dise, il est le capitaine du navire et en cette période où le parti traverse une situation assez difficile, une situation assez trouble, il gagnerait à être aux côtés des militants, aux côtés de ses lieutenants pour diriger le navire PDCI. Mais les jours se succèdent, comme je le disais, et chaque fois il y a des situations scabreuses au niveau du PDCI-RDA. C'est quand même dommage quand on voit une personnalité telle que Maurice Kakogi-Kawe, qui a été pendant plus de 10 ans le secrétaire exécutif de ce parti, le numéro 2 de ce parti, et il le dit lui-même dans ses propos à Jeune Afrique, dans sa réponse à Jeune Afrique, qu'il a passé plus de 32 années de fidélité au PDCI-RDA, et voit une telle personnalité qui incarne la fidélité, qui incarne la constance, qui incarne une sorte de résilience vis-à-vis du PDCI-RDA, et le voir aujourd'hui dans cette posture critiquer ouvertement le parti. Pour ma part, ça fait un peu désordre, et puis je me dis aussi que on aura l'occasion de revenir à sa prise de parole vis-à-vis de Bredoumi. On aura l'occasion de revenir, mais je pense que Bredoumi aussi n'aurait pas dû répondre au regard de tout ce que traverse le parti. Je me dis qu'on aurait pu éviter toutes ces situations avec les procédures judiciaires en un point fini, avec tout ce que le PDC nous donne de voir à 5 mois des élections. Je pense que c'est pas rassurant. Et pour nous, et je pense pour les militants. Soro Djabiga, est-ce que le PDCI n'est pas en train quelque part de se claniser? Une partie de militants ou de cadres du parti avec Maurice Kakogi-Kawe, Jean-Louis Billon, Valérie Yapo et d'autres soutiens que ces derniers peuvent avoir, qui se mettent de côté, peut-être en face du clan Cham pour se dire nous sommes lésés, nous n'avons pas été associés comme il le faut à la gestion du parti après la mort du président Bédié et nous allons aller jusqu'au bout de la fronde pour mettre en péril la gestion du président Cham de l'outil politique du parti. Cher Adi, on ne peut pas parler de déclanisation dans cette situation qui traverse le PDCI. Voyez-vous, cette saignée a commencé depuis les années 90 avec l'émergence du multipartisme. Aux années 2000, il y a eu encore une autre phase. Et après 2010, cela a continué. Le parti s'est consolidé avec la coalition RHDP, le PDCI avec une certaine force, une certaine manœuvre. Mais à partir de 2017, quand il y a eu le divorce avec le RHDP, 2018, quand il y a eu le divorce avec le RDR en son temps, la saignée a continué.
c'est dit que le PDCI est un parti solide. Donc je pense que ce qui est en train d'arriver, voilà, ne va pas perturber le PDCI au point d'arriver à une forme de clanisation, à une forme de dissension au sein du parti. Mais il faut dire que ce qui arrive, la direction du PDCI a vu ça venir depuis longtemps. Ils ont reçu l'information de ce que Maurice Kakou Gikawe est en train de préparer un coup, c'est-à-dire préparer une dissidence au sein du Parlement, créer un groupe parlementaire. Et il y a une fuite en avant qui est sortie, parce que le parti a eu l'information un peu plus tôt, donc ils ont anticipé sur lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un jeu de communication. Il sort plus tard pour venir démentir la chose parce qu'il a été démasqué. Mais qu'est-ce qui justifierait une telle posture de la part de Gikawe, qui est réputé pour sa fidélité, pour sa loyauté, on peut le dire inébranlable, à l'égard du parti, et notamment d'Henri Konan Bédié, même si ce dernier n'est plus aux manettes, étant décédé, mais il est quand même l'un des militants les plus illustres de cette formation politique. Oui, il est réputé pour sa fidélité, comme vous le dites. On a vu à se poser la question aujourd'hui de savoir s'il était fidèle au PDCI ou fidèle à Henri Konan Bédié. En 2016, il y a eu l'appel de Daoukro. Nous savons tous les conséquences de l'appel de Daoukro. On vient à se poser la question désormais de savoir est-ce que Gikawe a bien conseillé le président Henri Konan Bédié en son temps pour faire l'appel de Daoukro? Si oui, ce sont les conséquences qu'on traverse aujourd'hui. S'il ne l'a pas conseillé, c'est qu'il n'a pas été écouté, mais il n'a pas démissionné en son temps. Pourquoi aujourd'hui venir démissionner? Parce qu'on n'a pas été consulté pour une décision. Les conseillers ne sont pas toujours consultés pour les prises de décision au sein des partis politiques. Ils peuvent proposer 1000 choses et les 1000 choses vont être rejetées. Ou bien une seule chose peut être retenue. Et il n'a pas à démissionner pour cela. Et il démissionne dans un contexte où le parti est assez fragilisé. Et cette démission et sa déclaration ne fait que enfoncer la situation du PDCI et c'est inopportun. Nous avons tous vu comment le PDCI a géré la période du contentieux. Et tout le monde a dénoncé cela. Un parti qui fait plus d'1 an, 2 ans en train de dénoncer des irrégularités dans le fichier électoral. Et quand on leur donne l'occasion de s'exprimer, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils étaient perturbés par les séries d'assignations en justice. Et voilà encore que, tandis que le président est radié de la liste électorale, tandis qu'il se voit retirer son certificat de nationalité, un Gikawe vient encore démissionner et sortir encore des déclarations qui continuent d'enfoncer le parti politique. Je pense qu'à ce stade-là, il devait être le premier à témoigner sa solidarité au parti politique et au président du parti et non réagir de cette manière. Absolument. Jean-Richard, oui, allez-y. Je dirais tout simplement qu'il ne faut pas rester dans la fiction ou encore prêter des propos que le Maurice Kakou Gikawe n'a pas tenus. Il dit dans sa déclaration, dans son article titré « Inéligibilité de Tidjane Cham », Jean-Louis Bion réaffirme son ambition d'être le candidat du PDCI-RDA. Jeune Afrique prétend que je pourrais quitter le groupe parlementaire PDCI-RDA. Cette allégation est totalement fausse. Je n'ai pas pour habitude de répondre aux affabulations, mais venant d'une publication de référence, je me dois de réagir. Il dit, pour poursuivre un peu plus bas, j'ai bâti une carrière au PDCI-RDA dans la conviction, la loyauté et le courage de mes opinions. Je ne peux pas être suiveur de nombreux militants m'honorent de leur confiance. Sur ce, j'ai envie de vous poser cette question. Quand je reprends ces déclarations, il parle également de violation de l'article 39 du règlement intérieur du parti, qui, selon lui, n'a pas été respecté lors du scrutin de mai, hein, ça, non? Rappelez-moi la date du dernier congrès électif du parti. Oui, il y a quelques jours. Voilà, justement. Et il estime que cela n'a pas été respecté. Les choses n'ont pas été faites dans les normes. À partir de là, Gikawe semble ne pas reconnaître, même s'il ne le dit pas ouvertement, mais l'actuelle direction, parce qu'il estime que les choses n'ont pas été faites conformément au texte du parti. Est-ce que logiquement, quand on estime que les dispositions légales ont été violées, on peut continuer à rester au sein d'un groupe parlementaire qui, lui, obéit à la direction d'un parti dont la légitimité est contestée pour non-observation des textes? Pour ma part, c'est une personnalité qui, dans son communiqué, estime qu'il doit fidélité et loyauté au PDCI-RDA. Donc, jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas encore créé un groupe parlementaire. Certes, il y a des griefs. Certes, il y a quelque chose qu'il n'apprécie pas dans le fonctionnement actuel du PDCI-RDA. Mais n'empêche qu'il est clair
C'est pourquoi je ne partage pas forcément l'avis de Soro lorsqu'il dit qu'il a été pris à son propre jeu, il avait l'intention de le faire. Après, ne prêtons pas des intentions à certaines personnes. Sa déclaration est assez claire. Il dit qu'il doit loyauté, fidélité. Puis, on connaît plus ou moins cette personnalité. Il a toujours témoigné de la fidélité au PDC RDA. C'est vrai que sa posture pourrait être aujourd'hui critiquée par un certain nombre de personnes parce que le PDC vit une période assez délicate de son histoire, une période où le PDC a besoin beaucoup plus de solidarité vis-à-vis non seulement du parti, mais vis-à-vis aussi du président qui traverse aussi une période assez difficile. Mais n'empêche qu'il estime être aussi un garant du parti, que lorsque ça ne va pas, il a le droit de s'exprimer et je pense que c'est de sa responsabilité aussi de dénoncer ce qui ne va pas. Pour lui, il y a vice de procédure, Soro, à travers l'article 39 qui dénonce qu'il n'a pas été respecté comme il le faut dans l'organisation du congrès qui a vu la reconduction de Tcham à la présidence du parti. Mais aujourd'hui, quand on observe Maurice Kakou Gikawe, quelle lecture faites-vous de la posture qu'il tente à camper ces derniers temps? D'abord une démission retentissante, suivie d'une protestation tout aussi retentissante. On a l'impression qu'il y a une sorte de rupture de dialogue avec les camarades de la direction du parti, Gikawe, qui semble ne plus être en odeur de sainteté avec l'actuelle direction mise en place par Tidjane Thiam. Oui, cette situation témoigne de ce qu'il y a un véritable problème interne entre les dirigeants du parti. Mais Gikawe est un peu trahi par les faits, il est un peu trahi par les circonstances. Comment pouvez-vous comprendre que M. Maurice Kakou Gikawe continue d'œuvrer au sein du groupe parlementaire du PDCI alors qu'il conteste la légitimité et la légalité du président Tidjane Thiam, alors qu'il conteste le fonctionnement même du parti? Il dit ma formation, je ne m'accommode pas de cette gouvernance. Il a dit. Donc vous comprenez que quand Jeune Afrique, qui est un journal crédible, sort pour dire que Maurice Kakou Gikawe préparait la formation d'un groupe parlementaire parallèlement au PDCI, il y a une certaine cohérence dans ce qui se passe. Et quand il sort pour dénoncer cela, il n'y a pas de cohérence dans ce qu'il dit. Alors je rappelle qu'il pose ces interrogations qui sont formelles. Quel est le nom du président du 9e congrès extraordinaire du 14 mai? Ensuite, quelle est la composition du bureau du 10 congrès? Selon lui, ces deux éléments majeurs qui sont basiques pour la tenue d'un congrès extraordinaire n'ont pas été respectés. Mais pour quelqu'un qui milite dans un parti depuis plus de 40 ans, et quand on regarde la situation que le PDCI traverse en ce moment et les conditions dans lesquelles le président Tidjane Thiam a démissionné expressément pour pouvoir rebondir, on comprend que c'est circonstanciel, il n'a pas fait de son plein gré. On ne démissionne pas de ce poste-là de son plein gré. C'était compliqué et le PDCI avait un problème avec la justice. Il fallait prendre des mesures de contournement pour pouvoir se repositionner et être en conformité avec la justice. Donc quand il dit qu'il n'y avait pas de président, c'est vrai, mais il y avait un président intérimaire. Le même soir où la démission de Tidjane Thiam a été annoncée, automatiquement, le doyen Nkomo Mobio a pris la tête du parti, conformément au test du parti, puisqu'il est le doyen des vice-présidents. Donc, il y avait un président intérimaire. Il y a eu une convention, il y a un congrès qui a été convoqué. Donc, quand on milite au sein d'un parti politique et qu'on revendique un certain positionnement, on revendique une place dans ce parti-là et on revendique une certaine histoire avec ce parti, on ne sort pas pour le critiquer. C'est une famille. Il y a des instances au sein du parti. Il faut saisir les instances du parti. Il y a des démarches à suivre. Il répondait à des accusations, à des informations qu'il estime non fondées. Non, je parle même d'abord de l'acte de démission de son poste de conseiller. Il est mieux placé que nous pour savoir que le président ne consulte pas toujours ses conseillers. C'est quand même sa liberté de s'en aller s'il n'est plus à l'aise à ce poste. Oui, c'est sa liberté de s'en aller. Il est en train d'exercer son droit et on espère qu'il ne va pas intenter des procès ou tenter des actions pour pouvoir perturber ou discréditer le parti comme l'ont fait d'autres que nous connaissons. Voilà, il faut laisser le PDCI fonctionner. Il faut laisser le jeu de la démocratie se faire respecter. Les militants du PDCI, les membres du bureau politique ont choisi à l'unanimité pratiquement Tidjane Thiam. C'est que c'est lui que le parti veut. Il faut accommoder les tests, il faut arranger les choses pour que le cœur des citoyens, des militants du PDCI soit tranquille, pour qu'ils puissent œuvrer et militer. Aujourd'hui, le PDCI a des challenges, le PDCI a des défis à relever. Il y a d'abord le certificat de nationalité du président Tidjane Thiam, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a son inscription sur la liste électorale. Il y a tout ça. Aujourd'hui, on se pose des questions quand on regarde le timing. Est-ce qu'on pourra le remettre sur la liste électorale? Est-ce qu'on pourra refaire la RLE? Parce que pour le remettre sur la liste électorale, il y a deux pistes. Soit c'est une décision politique, il faut revenir au dialogue politique.
Hier, il y a eu un débat, avant-hier, disons, il y a eu un débat à l'hôtel Ivoire au 22e étage, en marge des 60e Assemblée annuelle de la BAD, qui a regroupé Brindoumi, le porte-parole du PDCI, le ministre Touré Mamadou, qui est porte-parole adjoint du gouvernement et porte-parole adjoint du RHDP, et comment il s'appelle, Steve Biko, qu'on appelle, qui à l'état civil Lago, qui ont débattu sur cette question-là. Et on a tous compris que l'opposition est en train de se cristalliser parce qu'aujourd'hui, les deux grands partis, les deux grandes têtes de l'opposition traversent la même situation et ils sont en droit de se mettre ensemble aujourd'hui. Nous allons en venir tout à l'heure dans le deuxième sujet pour mener le même combat afin de ramener le parti au pouvoir, sinon le régime sur la table des négociations. Le ministre Touré Mamadou a laissé entendre que tout ce qui se passe aujourd'hui avec la composition de la CEI, tout ça, est le fruit d'un dialogue politique. C'est vrai qu'il y a eu un dialogue politique qui est arrivé jusqu'en phase 5, mais est-ce que ce dialogue-là a été efficace? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde toutes les contestations de l'opposition, on comprend qu'il y a encore un grave problème qui reste, un grand noyau. Que les mêmes problèmes sont ressassés. Justement. Alors, Jean-Richard, quelle lecture faites-vous de la posture, si vous permettez, concernant l'article 39, assez rapidement, si vous permettez, du règlement intérieur du PDC, cet article prévoit l'organisation d'un congrès unique avec un seul bureau, un seul président de séance. Mais lorsqu'on regarde ce qui a été décidé par le PDCI, cela est incompatible même avec les thèses, puisque dans le schéma, il y aurait eu 45 bureaux, puisqu'il y a eu des conventions un peu éclatées partout, le congrès un peu éclaté partout. Il aurait été difficile pour le PDC-RDA même de respecter l'article 39, puisqu'il aurait fallu un seul président de séance, un seul bureau de séance, ce qui est incompatible avec les thèses du PDC. Mais ce qu'il faut rappeler, puis qui ne donne pas forcément raison à M. Gikawe, c'est que l'article 37 du règlement intérieur du PDC essaie plus ou moins de régler ce problème. Parce que l'article 35 du PDC-RDA dit, en cas de nécessité, le mode d'organisation du congrès peut être adapté par décision du bureau politique sur proposition du président du parti. Et à ce niveau-là, j'estime que c'est nuance. Il y a nuance. Donc à ce niveau-là, le PDC peut être dans ses droits et ce que Gikawe dit ne pas être forcément fondé. Alors justement, quand vous observez la trajectoire de Gikawe aujourd'hui, qui semble de plus en plus contestataire, celui qui, durant tous ces mois, est resté plus ou moins silencieux, il a gardé une certaine distance vis-à-vis des différents partis qui s'affrontaient. Aujourd'hui, il semble monter au créneau pour s'affirmer, pour libérer sa parole. Comment est-ce que vous interprétez sa position? Est-ce qu'on a un Gikawe qui est prêt à passer à l'offensive? On attend de le voir. On attend de le voir. C'est une personnalité qui a toujours exprimé ses convictions. Il a toujours témoigné de la fidélité au PDC-RDA. Aujourd'hui, le PDC-RDA est dans une posture qu'il semble ne pas apprécier. Il semble critiquer certaines décisions. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? On attend véritablement de voir. Parce que quand vous n'êtes pas en phase avec les décisions du parti, vous le dites et vous adoptez une certaine posture. Donc, après, on attend de voir l'évolution des décisions que va prendre notamment Gikawe. Et ce qui a interpellé un certain nombre de personnes, vous savez, il y a une personnalité qui est plus ou moins proche de Gikawe qui s'appelle Charles Abiy Tchétché, qui est membre du bureau politique. Et il y a cela quelques semaines, il avait organisé une conférence de presse dans un hôtel à Abidjan. Et dans cette conférence de presse, il fustigeait notamment le mode de fonctionnement du PDC-RDA, il fustigeait et surtout le mode d'organisation du congrès. Effectivement, et il fustigeait même le président. Il estimait qu'il fallait voir un plan B, ce que la ligne du parti semble ne pas entendre de cette oreille. Alors que cette personnalité, qu'on sait très proche de Gikawe, lorsque cette personnalité tient un tel discours, qui semble être aujourd'hui repris par Maurice Kakou Gikawe en personne, vous y voyez une sorte de concomitance de point de vue. C'est en cela qu'au niveau du PDC-RDA, certaines personnes... Est-ce que la collision peut être établie ici? C'est vrai qu'il peut être proche de Gikawe, mais après, ça peut être son point de vue de façon tout à fait indépendante aussi. Hein. Après, on se pose des questions. Il semble épouser ce point de vue, et alors qu'il y a certaines langues au niveau du parti qui se délient aussi pour épouser ce point de vue. Donc moi je me dis l'un mis dans l'autre, ça fait quand même désordre. À quelques mois des élections, comme j'aime à le dire, on aurait aimé voir le PDCI-RDA dans une posture de proposition, dans une dynamique de pré-campagne, dans une posture de dénonciation de certaines choses dans la gouvernance du parti au pouvoir. Mais fort malheureusement, ce qu'il nous est donné de voir, c'est
Un PDC se débat avec ses propres démons. Finalement, c'est ce qu'on peut dire. Ah, oui, c'est ce que le ministre Mamadou Touré redisait hier dans le débat, que le problème du PDC, c'est à l'intérieur du parti. Ce sont des membres du parti qui tendent à se lever contre la gouvernance version Tidjane Thiam. Alors, Soro Djabiga, Jean-Luc Billon, qui se met à l'écart de l'actuelle direction du parti, qui ne semble pas être d'accord avec le mode de gouvernance du président Thiam, Valérie Apo, qui est peut-être de moindre calibre, mais qui est tout aussi une membre du bureau politique. On a également Kikawe, qui est aujourd'hui ouvertement, longtemps suspecté de faire partie du groupe des frondeurs, mais qui ouvertement aujourd'hui marque son opposition avec les méthodes qui sont appliquées par l'actuelle direction du parti. Ça fait quand même beaucoup, mais dans le fond, qu'est-ce que pèsent réellement ces frondeurs au sein du parti, notamment auprès des bases militantes? Merci pour cette belle question. Vous savez, le PDCI a connu une grande saignée après le divorce avec le RDR. Il y a des grosses têtes qui sont sorties du parti. Kablan Dekan, Patrick Kachi, Adjoumani et autres, qui sont des grosses têtes, au-delà même de ceux que vous citez maintenant. Mais ça n'a pas empêché le PDCI de continuer de fonctionner. Ça n'a pas empêché le PDCI de continuer d'exercer son droit sur toute l'étendue du territoire national. Donc, Jean-Luc Billon, aujourd'hui, qui revendique certaines choses au sein du parti, qui dénonce, qui conteste la légitimité de Tidjane Thiam, qui conteste même la gouvernance de Tidjane Thiam. Ici, même en Côte d'Ivoire, des membres de son équipe l'ont lâché récemment parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour fonctionner. Ils ont relevé plusieurs griefs, plusieurs choses qui reprochent à Jean-Louis Billon. Au niveau de l'Europe, toute la délégation, sinon une grande partie, a démissionné pour manque de considération, pour manque de moyens de fonctionner. Quand il n'arrive pas à gérer un petit groupe comme ça et il vient prétendre gérer le PDCI et gérer le pays, mais allez-y comprendre quelque chose. Et on pourrait dire la même chose de Thiam aussi. Je viens, mais l'ambition, il n'arrive pas à créer les conditions de l'unité au sein de son propre parti et qui prétend vouloir diriger la Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire que quelqu'un qui est élu à 99,7% n'arrive pas à faire l'unanimité au sein du parti. Vous savez, les ambitions sont légitimes. Adi, Jean-Richard, moi, on peut avoir des ambitions présidentielles. Mais Ambly a déclaré sa candidature il n'y a pas longtemps. Nous avons plusieurs, même il y a un jeune qui se balade sur TikTok qui a déclaré sa candidature. Les ambitions sont légitimes. Mais il faut pas œuvrer pour pouvoir empêcher le fonctionnement du parti parce que nous, on estime qu'on veut être candidat. Alors qu'on sait, dans le fond, qu'on peut pas aller à la confrontation sur le terrain. Même dans sa base, on peut pas aller à la confrontation avec celui qu'on est en train de contester. C'est pas parce qu'on convoite quelque chose et qu'on ne peut pas l'avoir par dépit amoureux, on essaie de gâter la chose. Vous parlez de Gikawe. Gikawe a duré au PDCI, c'est un exemple. Il y a plusieurs jeunes, plusieurs personnes au sein du PDCI qui se reconnaissent en lui. Quand Tidjane Thiam est revenu, on a senti un peu des frustrations. Gikawe animait régulièrement des conférences de presse. Sinon, les membres de son équipe animaient des conférences de presse pour relever des revendications, des choses qui reprochaient à la candidature de Jean-Luc Billon. Et au sein du bureau politique de Tidjane Thiam, ils ont discuté entre eux, ils ont pu imposer la candidature de Tidjane Thiam. Elle a été acceptée. Après, on a senti le retrait de Gikawe. Et j'ai été heureux de les revoir ensemble lors du meeting d'Aboisseau, où M. Gikawe s'est affiché aux côtés de Tidjane Thiam. Ils ont fait l'accolade. On a senti qu'il y avait quand même des approches, il y avait un semblant de réconciliation qui venait, parce qu'il faut le dire, il pèse quand même. C'est quelqu'un qui connaît le parti, il a fait toute son enfance, toute sa jeunesse au sein du parti. Une figure emblématique. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, avec cette posture qu'il est en train de faire, c'est impensable. Qui aurait imaginé que Gikawe aurait eu cette posture? Djedje Madi a été mis à l'écart à un moment donné. Mais il n'a pas dit mot, il est resté dans son coin. Parce que faut pas s'éterniser à un poste. Il faut assurer la continuité. Et c'est aujourd'hui ce que Tidjane Thiam est en train de faire. À son arrivée, il a donné la place à plusieurs jeunes que nous voyons aujourd'hui, à Biraoul, Dr Emou, tous ceux, c'est des jeunes qu'il est en train de promouvoir parce qu'ils pensent à l'avenir. Alors, Gikawe, quand on t'enlève de ton poste, tu es d'abord frustré, on te donne un poste de conseiller politique, et tu te plains qu'on ne te consulte pas pour toutes les décisions qu'on doit prendre. Mais on ne consulte pas forcément le conseiller. Le président Alassane Ouattara ne consulte pas ses conseillers pour toutes les décisions qu'il prend. C'est pas pour autant qu'il démissionne. Margaret Thatcher l'a dit récemment qu'un conseiller peut se réjouir si on prend en compte une seule de ses décisions sur 1000 propositions. Alors, donc je ne comprends pas pourquoi il démissionne. Il y a des instances au sein du parti, il est mieux placé que tout le monde pour le savoir. Certainement pas Thatcher, c'est sûrement une autre personnalité. Brédomi qui avait repris les propos. Brédomi avait repris, de Margaret Thatcher. Voilà. Mais ce que moi je souhaiterais préciser, c'est que le PDCI est un parti qui a plus de 79 ans aujourd'hui, et c'est un parti, comme Soro le rappelait, qui a vécu plusieurs saignées. Mais moi, ce que je veux
que Soro retienne. Il ne faut pas comparer la saignée de 2017-2018 à celle que le PDCI vit aujourd'hui. Vous savez, à cette époque-là... Vous pensez que pour maintenant est plus sérieuse que... Permettez que j'arrive. À cette époque-là, d'immenses personnalités sont parties. Mais à cette époque-là, il y avait le président Henri Konan Bédié qui était mais ça n'a pas empêché la saignée. Le président Henri Konan Bédié, quoi qu'on dise, il a un ancrage politique en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas empêché la saignée. Incontestable. Il a été député. Des choses qu'on ne pensait même pas. Aoussou Janou est parti. Les hommes forts d'Henri Konan Bédié sont partis. Attention, permettez qu'il finisse son argumentaire. Je finis. Et à cette époque-là, le PDCI avait la chance d'avoir une personnalité telle que Henri Konan Bédié à sa tête, qui a un énorme ancrage politique, qui a un vécu politique, qui est connu de tous en Côte d'Ivoire, on connaît toutes les responsabilités que le président Bédié a. Mais quand vous comparez ce qui se passe aujourd'hui au PDCI tenir le parti. Et ce qui s'est passé après la mort de Houphouët-Boigny, avec la création du RDR, et ce qui s'est encore passé en 2001 avec l'avènement de Laurent Gbagbo, puis en 2010 avec encore d'autres saignées à la faveur de la présidentielle, et beaucoup de cadres du parti qui sont entrés dans les rangs de la majorité donc de LMP du camp Gbagbo. Et avec ce qui s'est passé encore en 2018, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le parti semble quelque part moins ébranlé que lors de tous ces précédents épisodes-là? C'est pourquoi je dis que le PDC reste fort, quoi qu'on dise. Mais n'empêche que, je tiens à le rappeler encore, à cette époque-là, il y avait le président Henri Konan Bédié. On connaît son poids politique. On connaît plus ou moins ce qu'il représente ou il représentait pour le PDC RDA. Il avait une certaine assise. À la seule différence de Tidjane Thiam, qui a été longtemps absent du pays. À la seule différence de Tidjane Thiam, qui n'a pas forcément l'ancrage politique que le président Bédié avait il y a cela quelques années. Aujourd'hui, n'empêche qu'il a un brillant parcours, on sait tout de lui, mais aujourd'hui, politiquement, Tidjane Thiam n'est pas forcément connu de tous. Mais est-ce que sa force n'est pas que le parti semble faire bloc autour de sa personne? C'est l'une de ses forces. La marche avec Boulou avant-hier, Béoumi un peu partout, les militants semblent avoir au-delà de cet aspect, ce que moi je veux... Non, il parle de cet aspect d'abord. Il faut commenter cet aspect. Il faut parler de la mobilisation. Il ne faut pas minimiser des frustrés ou des frustrations. Quoi qu'on dise, lorsqu'il y a une frustration, il faut tenir compte de cette frustration et ne pas minimiser le frustré. Je me prépare à poser la question à Soro Djabiga. Là, je vous permets de poursuivre en même temps, puisque vous abordez le point. Qu'est-ce que devrait faire Tidjane Thiam pour apaiser ces tensions? Répondez avant qu'on ne retourne la question à... Ce qu'il doit faire, c'est d'avoir une oreille attentive face à tout ce qui lui est reproché. De façon concrète. Au-delà de cet aspect, le fait d'être absent de la Côte d'Ivoire peut être tout de même dérangeant. Je pense que sa présence aurait facilité un certain nombre de choses. Bon, son retour est annoncé pour très bientôt. À travers certaines rencontres, vous savez, parler au téléphone à quelqu'un ou... est très différent d'être avec la personne et discuter avec lui. Il aurait été en Côte d'Ivoire, peut-être que Guikaro n'aurait pas sorti ce communiqué. Il aurait rencontré, il aurait peut-être ces divergences de point de vue auraient été bottées en touche assez rapidement. C'est en cela que je dis qu'il est important pour lui d'être là, d'être dans le combat et d'être aux côtés des militants. Pour vous, la solution, c'est qu'il rentre au bercail pour tenir le parti et taire toutes les divergences de façon physique qu'il y a aujourd'hui. Soro Djabiga, vous, quelle est la recette que pourrait appliquer Thiam justement pour permettre au parti d'en finir avec les tensions internes? D'abord, pour revenir sur l'absence dont parle Jean-Richard, j'aimerais souligner que Tidjane Thiam, je ne vais pas dire le président de la rupture, mais il a insoufflé une nouvelle dynamique à la tête du PDCI. Il est en train de rompre avec les anciennes méthodes. On n'a pas besoin d'être toujours présent sur le terrain ou dans le bureau pour pouvoir gérer le parti. Le parti se gère sur tout le monde entier. C'est un parti international. Mais l'absence, c'est quand même quelque chose de notable. On ne peut pas rester... À quelques mois des élections... Oui, mais vous savez, on dit à mesure exceptionnelle, solution, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Aujourd'hui, le PDCI traverse une situation que nous connaissons tous et il ne peut pas rester en Côte d'Ivoire ici et régler ce problème. Aujourd'hui, c'est tout le PDCI qui travaille. Aujourd'hui, vous allez voir des cadres du PDCI dans les chancelleries. Il y a d'autres qui sont en train de faire des débats télévisés. Il y a des militants qui organisent des meetings éclatés un peu partout. Il y en a qui organisent des marches ici à la permanence du parti. C'est le PDCI qui est en train de travailler. Est-ce que cela l'absout
de la nécessité pour lui de rentrer au pays pour prendre mes affaires. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, le président du PDCI n'a pas de certificat de nationalité? Aujourd'hui, il sait vers qui se tourner pour pouvoir faire exercer une pression sur le régime en place pour régulariser sa situation. Il est en train de mener des lobbying à l'extérieur, ça compte beaucoup. Et mener une campagne, c'est pas une petite chose. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir des partenariats, il faut avoir des bailleurs de fonds. Organiser une élection présidentielle, c'est de gros moyens. Tu es en train de boucler toute cette situation-là. Voilà. Maintenant, pour revenir sur votre question, vous parlez des mesures qu'il doit prendre pour pouvoir aplanir la situation. Mais il a déjà fait, j'ai fait partie de sa délégation qui est allée chez le président Gikawe lorsque Tidjantiem est venu en Côte d'Ivoire, quand il était venu pour la première fois d'abord, avant de repartir pour 2 mois et revenir se présenter maintenant pour être président du PDCI. J'étais membre de sa délégation qui est allé rendre visite au président Gikawe. Ils ont discuté, ils ont échangé. Après ça, nous sommes rendus chez le doyen Kopli Boni, et après nous sommes allés chez le doyen Nkumu Mobio, nous sommes allés chez Bombay. Il a mené toutes ces démarches-là. Et alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il y a eu des médiations même qui ont été entreprises envers Dame Valérie Yapo pour pouvoir aplanir la situation. Vous estimez qu'il a fait le nécessaire déjà? Il n'a pas forcément fait le nécessaire, mais quand on est épris d'un parti, quand on est engagé dans un parti politique, il ne faut pas attendre de se faire supplier avant de venir sur la table du dialogue, avant de prôner la négociation ou le dialogue pour faciliter la vie au sein du parti politique. Il a fait ce qu'il pouvait, il revient. Il est aussi militant que tous les autres militants du parti. C'est vrai qu'il est le premier militant, mais quand on est militant d'un parti politique, on ne lutte pas pour détruire le parti, on ne les trimballe pas dehors, on règle les problèmes en interne. Ce que Gikawe a fait, ça vient compléter encore sur les actions que Dame Valérie Yapo a menées récemment pour trimballer le PDCI un peu partout. Il n'aurait pas dû démissionner, il n'aurait pas dû faire cette déclaration. Il y a des instances au sein du parti qui pouvaient régler cela. Lui-même pouvait régler cela parce qu'il est respecté. Moi, en tant que journaliste, j'ai analysé la situation dans le fond et dans la forme. Lorsque nous sommes allés chez le président Gikawe, j'ai vu à quel point Tidjantiem a du respect et de l'admiration pour lui. Je me rappelle la photo encore, j'ai encore la photo dans mon téléphone. J'ai examiné la photo, j'ai vu que le Tidjantiem était venu pour rassembler tout le monde. Vous voyez aujourd'hui, à Kossi Benjo, autour de lui, il y a Ezalé, il y a ci, il y a ça. Tout le monde est là. C'est ce qu'il a voulu faire. Mais tous ceux qui sont autour de lui ne sont pas forcément d'accord avec cela. Mais il respecte la démocratie. Si les autres ont désigné le président, nous allons tous nous mettre autour de lui et porter sa candidature. C'est comme ça qu'on doit penser. Voilà. C'est en cela que je partage assez rapidement le point de vue en partie de Soro, parce qu'il y a de la responsabilité et du président Tchad, mais aussi de toutes les personnes qui constituent le parti, des responsables d'être plus ou moins prudents dans leurs propos à quelques mois des élections. Parce que j'estime qu'au PDCI RDA, l'objectif visé, c'est la reconquête du pouvoir, j'estime pour ma part. Et je ne pense pas que ces palabres en interne puissent permettre au parti d'arranger les choses. Alors cela nous permet donc de migrer vers le second sujet, à savoir les différentes initiatives de protestation de l'opposition ivoirienne, l'opposition avec grand O. Nous sommes à quelques 24 heures, sinon à moins de 24 heures maintenant du grand meeting de la CAPSI ce samedi 31 mai dès 8 heures du matin, d'après les indications des organisateurs à la Pacifique Ayo de Yopougon. Et dans le même temps, alors que la CAPSI prépare ce meeting qui s'annonce comme la première grande mobilisation de l'opposition ivoirienne, le PPACI, de façon parallèle, qui n'est pas associé, ou disons qui ne s'associe pas à cette initiative de la CAPSI menée par le PDCI RDA, prépare également un autre giga meeting à Port-Boué une semaine plus tard seulement, le 7 juin. Un meeting au cours duquel devrait prendre la parole son président Laurent Gbagbo. Alors, opposition ivoirienne, les rangs sont-ils serrés? Soro Djabiga, est-ce qu'aujourd'hui la division elle est indéniable dans les rangs de l'opposition? Non, on ne parle pas des divisions parce qu'ils n'étaient pas ensemble avant. Et ce qui se passe aujourd'hui, moi je pense que c'est salutaire. Parce qu'avec la formation de la CAPSI, vous ne verrez jamais le PDCI en train de faire un meeting dans une localité et au même moment voir Simone Gbagbo avec le MGC en train d'organiser un meeting ailleurs et Charles Blé Goudé en train de tenir d'autres meetings ailleurs. Ils sont tous regroupés au même moment, au même endroit, en train de tenir le même discours. Et au même moment, vous verrez peut-être le PPACI par moment en train d'organiser un autre meeting quelque part de façon éclatée. Même si leurs militants se lancent des pics? Oui, mais ça permet d'abord de redynamiser un peu la démocratie, d'animer un peu l'opposition. Il y a des rancœurs quand même qui sont tenaces. Je viens, mais il faut reconnaître que c'est efficace parce que
quand vous êtes assailli de partout, quand vous êtes attaqué des deux côtés par deux adversaires différents, c'est encore plus contraignant, c'est encore plus stressant que lorsque les coups viennent d'une même personne. Donc, je pense que pour le moment, c'est ce qui se passe avec l'opposition. Cette manière délibérée d'animer ces activités n'est pas mauvaise. Je le dis toujours, vous savez, les choses se font de façon évolutive. L'opposition n'a pas craché, ne balayé pas du revers de la main cette option d'aller ensemble, cette option de se mettre ensemble pour parler d'une même voix. Mais je pense que le moment venu, ils vont aviser. Ils ne sont pas en rupture. Ils se parlent. Je vous le disais tout à l'heure. Hier, avant-hier, nous avons vu l'image de Bredoumi, de Lago et du ministre Touré Mamadou. Là, c'était dans le cadre d'un débat organisé par RFI. Voilà. Mais ils étaient quand même ensemble. D'abord, ça, c'est un message qu'ils envoient aux jeunes qui s'entretuent, qui se font du mal sur le terrain à cause des leaders politiques. Vous voyez bien qu'ils sont ensemble. Maintenant, je vais parler même du PDCI et du PPACI. Ça, c'est une situation qui est inhérente à tous les partis d'opposition. Vous irez partout dans le monde. Les partis d'opposition se lancent souvent des pics. Mais de façon circonstancielle, en fonction des contextes et en fonction des enjeux, ils décident parfois de se mettre ensemble. On l'a vu en 2023, il y a des localités où ils se sont mis ensemble et ils ont gagné. Il y a des localités où ils n'ont pas voulu se mettre ensemble et aujourd'hui ils se mordent le doigt, notamment à Yopougon, ils le regrettent aujourd'hui. Vous comprenez? Donc c'est dit que l'option de l'union, l'option du partenariat ou de l'alliance n'est pas exclue. Mais pour le moment, il ne juge pas bon de le faire maintenant. Il trouve au contraire même que c'est plus efficace de mener chacun de son côté ses actions et accentuer la pression sur le gouvernement. Jean-Richard Nguessan. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'on dise, le PPACI de Laurent Gbagbo a été quand même frustré de ne pas avoir tous ces partis-là suite à l'appel de Daou et de Bonois. On se rappelle le 14 juillet 2024 à Bonois, cet appel que le président Laurent Gbagbo avait lancé. Il y a eu des rencontres, plus de 28 partis politiques ont été rencontrés, 16 présidents de partis politiques rencontrés, mais ces différentes rencontres entreprises sont restées, pour ma part, infructueuses. On se rappelle... Mais l'appel n'a pas expiré. Mais au-delà de ce non, mais c'est quand même une réalité. C'est-à-dire qu'après l'appel, dans le même temps, Tidjane Thiam ne fait pratiquement pas d'efforts pour fédérer autour de lui, mais d'illustres figures de la gauche. Afin Nguessan, Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, c'est une réalité. Mais Laurent Gbagbo n'a pas donné de délai d'intégration. Donc l'appel n'a pas expiré. Même noté que plus d'un an après, ça ne gêne personne. Le PPACI continue de mobiliser tout seul. La part de cet appel. N'empêche que le PPACI continue de mobiliser, mais j'aurais aimé que suite à cet appel, il y ait une mobilisation de l'opposition. Une certaine adhésion. Et c'est la gauche que Laurent Gbagbo a appelé. Il n'a pas appelé tous les partis de l'opposition. Attendons de voir. Sinon, il y a des mouvements de la société civile quand même qui se rapprochent du PPACI. Et il y a des petits partis aussi qu'on appelle des partis satellites qui se rapprochent du PPACI. Attendez de voir. Et à côté de cela, moi, je me rappelle encore du comité central, de la réunion du PPACI, il y a cela quelques semaines. Gbagbo a exprimé son soutien au PDC RDA, mais à aucun moment n'a prononcé le nom de Tidjane Thiam. Je l'avais dit ici. C'est gênant aussi. Vous y voyez une crise de leadership. Mais il ne faut pas faire de fixation sur l'individu. Attention. Est-ce que vous y voyez quelque part une sorte de crise de leadership au sein de l'opposition? La CAPSI menée par Tidjane Thiam, on n'a pas très envie de s'en mêler parce que ce serait comme marcher derrière ce technocrate débarqué en Côte d'Ivoire après plus de 23 ans d'absence, alors que sur le terrain on estime être plus légitime à représenter les aspirations de l'opposition. Ah oui, vous savez, Laurent Gbagbo, dans son histoire au fil des années, a su à chaque fois se réinventer. Et il estime pour ma part, peut-être je peux me tromper dans mon analyse, qu'il revient très peu avec imaginer ce retour-là. Et lorsqu'il revient, il s'est dit, il reprend du poids de la bête, il est sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a une personnalité, Tidjane Thiam, qui est adulée, qui est appréciée par un certain nombre de personnes. Qui est décrite comme le principal opposant. Et qui incarne plus ou moins le renouveau. Et face à cette situation, je me dis que le président Laurent Gbagbo pourrait être gêné de marcher dans le leadership de Tidjane Thiam. C'est à ce niveau-là qu'il dit, je me rappelle de son discours, nous devons revenir à tous. Il dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras, le mouvement trop, c'est un cri de cœur, un cri d'injustice. Mais face à tout ça, à aucun moment, il ne s'adresse
directement à un leader politique. Il ne lutte pas pour un leader politique, il lutte pour le peuple. J'en viens. Là-dessus, vous sortez un élément qu'il faut faire remarquer. Si vous avez remarqué, jusqu'à présent, même dans la CAPSI, même au meeting du PDC RDA à Port-Boué, on a repris le slogan « Trop, c'est trop ». Mais depuis hier, avec les préparatifs du Giga Meeting de demain samedi 31 mai, il y a une sorte de reformulation de ce slogan. Désormais, on parle de « ça suffit ». Est-ce que ce n'est pas une manière subtile de se démarquer de Laurent Gbagbo? Oui, peut-être, mais... Trop, c'est trop, ça suffit, ça signifie la même chose vers la fin, mais quand même la terminologie pour dire non, mais tu ne veux pas t'associer à nous, mais nous non plus, on ne va pas marcher, on ne va pas non plus embrasser le slogan, la dynamique que tu es en train d'impulser. Une chose reste certaine pour moi, c'est gênant. C'est gênant. J'aurais aimé voir le président Laurent Gbagbo apporter son soutien à cette manifestation. J'aurais aimé voir Laurent Gbagbo défendre plus ou moins aussi la cause du président Cham. Mais aujourd'hui, on observe que l'opposition part en rang dispersé. Je pense que c'est... Soro Djabiga, de trop c'est trop, repris par la CAPSI à ça suffit, qui semble être un nouveau slogan que reprennent Tidjane Cham et ses partisans. Est-ce que, de façon objective, le PPACI et son leader ne sont pas de plus en plus isolés? Même si chacun vous ne partagez pas cet avis, vous n'avez fait que le redire, mais à la vérité, quand on observe les choses, Laurent Gbagbo, qui n'est pas entendu après l'appel de Bona, vous estimez que ça va venir, on observe toujours, bon, on s'imagine un peu dans quelle configuration Simone Gbagbo, Afin Guessan, Charles Gouda, avec qui il garde une sorte de relation conflictuelle assez forte, pourrait se rallier à lui, mais là, de trop c'est trop, à ça suffit. Gbagbo, le PPACI, personne ne s'en en vouloir. Vous savez, Laurent Gbagbo, c'est un génie politique. Depuis les années 90, on peut le dire, Laurent Gbagbo a marqué de son temps, il a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. À chaque étape de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, on peut citer le nom de Laurent Gbagbo. En 1990, avec le multipartisme. En 1994, avec le Front républicain. En 1999, quand il y a eu le coup d'État, Laurent Gbagbo était parmi les Ivoiriens, était parmi les patriotes. Il a dénoncé cela. Il a dénoncé le coup d'État? Il a dénoncé le coup d'État. Il a parlé de coup d'État salutaire. Bon, il a dit que le coup d'État... Je viens. Il a dit que le coup d'État était salutaire. Oui. Mais par derrière, on n'a pas vu Laurent Gbagbo avec les militaires, il n'a pas pris les armes. Bon, en 97, il avait quand même fait cette déclaration qui reste gravée dans les annales où il avait dit, si le PDC s'éternise au pouvoir, ils vont rencontrer des Kabila, ça c'est après la chute de Mobutu. Ils vont rencontrer des Kabila. Il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État. Peu après le coup d'État, à quel moment on a vu Laurent Gbagbo avec les militaires? Vous savez, Laurent Gbagbo, dans son cheminement politique, il a toujours su se démarquer des armes. Il a toujours su se démarquer des militaires. Il a quand même participé au gouvernement de transition mis en place par la junte du CNSP. Oui, mais le pouvoir, le pays, la patrie l'appelait. Il est venu servir son pays en tant qu'Ivoirien. On vous a compris. Même Jean-Richard, si vous êtes invité à servir... Pas forcément la même démarche. Pas forcément, mais vous allez servir la nation, n'est-ce pas? En an 2000, il prend le pouvoir. Il gère. Au bout de 2 ans, il est attaqué. La Côte d'Ivoire est attaquée. La Côte d'Ivoire est divisée. Il a fait beaucoup de concessions. Il a fait beaucoup de sacrifices. Il y a eu un gouvernement d'union. Sous la contrainte des armes, peut-être? Oui, il y a eu un gouvernement d'union. Sous la contrainte des armes, on ne salue pas le fait qu'on invite des armes dans la gestion de l'État. C'est pas à Laurent Gbagbo qu'on va reprocher d'avoir été attaqué. Vous comprenez? Laurent Gbagbo, à chaque étape de la Côte d'Ivoire, il a marqué l'histoire politique de par son génie, de par ses actions. Il a quand même fait des erreurs. Gouverner, c'est décevoir. Mais quand il revient en Côte d'Ivoire, d'abord il a arrêté en 2011. Quand il revient en 2021, il y a un problème à la justice avec le FPI. Il dit qu'il faut contourner le caillou. Il contourne, il crée son parti et il dit bon, on laisse l'enveloppe vide à l'autre. Et il crée son PPACI. Et maintenant, il crée d'abord le mouvement, le Kokoko. Chez nous en Afrique, quand tu convoites une belle demoiselle, tu fais d'abord le Kokoko. Le Kokoko, c'est pour aller dire, je suis là, je suis épris de votre fille, et je me nomme tant, je m'appelle ci, je m'appelle ça, voilà mon profil. Et il sillonne toutes les villes d'Abidjan, et notamment certaines villes de l'intérieur, pour aller se présenter, pour dire qu'il convoite une demoiselle, une belle demoiselle, c'est la Côte d'Ivoire. Il lance le Kokoko. Et après, quelques mois après, il lance le mouvement Trop c'est trop. Et dans le mouvement Trop c'est trop, on sent une certaine inclusion, on sent une certaine légitimité. Si tu es mal payé, si tu es victime d'abus, tu es victime de ceci, tu es victime de cela, il faut nous rejoindre dans le mouvement Trop c'est trop pour qu'on puisse dénoncer ce qui se passe, pour qu'on puisse porter ta voix.
Les gens commencent à adhérer. Quelques mois, quelques semaines après, on entend le PDCI qui crée son mouvement, ça suffit. D'abord, le mouvement, ça suffit, c'est une reprise. Parce que j'ai mon ami Yuan Roger, qui était le président de l'ONG Ça Suffit, qui a longtemps exercé, qui était très dynamique sur les réseaux sociaux. D'abord, quand le PDCI vient maintenant créer le mouvement Ça Suffit, et on sent une certaine corrélation avec le mouvement Trop c'est trop, on ne parle pas de rupture, on parlera, excusez-moi du mot, mais c'est une tricherie. Bon, pas une tricherie, mais ils ont essayé de copier. Après, Ça Suffit, Trop c'est trop, chaque Ivoirien a le droit de se dire Ça suffit. Voilà, pour moi, c'est mon analyse. C'est mon analyse. C'est mon analyse. Le PDCI essaie un peu quand même. L'idée d'agacement n'est pas l'apanage de Laurent Gbagbo. Mais quand on regarde la chronologie, c'est Laurent Gbagbo qui a initié le mouvement avant le PDCI. Et puis regarde, d'abord les autres leaders de l'opposition n'ont plus le droit de. Il crée d'abord le mouvement Kokoko, et puis après il crée le mouvement Trop c'est trop. Vraiment cette élégance politique là, il faut apprendre, il faut aller à l'école de Laurent Gbagbo pour apprendre ça. Très Donc bien. le PDCI maintenant qui crée le mouvement Ça Suffit. Moi je vois pas cela comme une rupture avec le PDCI. Il y a peut-être des vocations qui chercheront à le rejoindre dans ces classes, mais Jean-Richard Guesson, on a très peu de temps malheureusement. Je vais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez, demain c'est le grand meeting de la CAPSI. On attend tous de voir ce que cela va engendrer. Est-ce que la mobilisation tant vantée, tant souhaitée sera effectivement au rendez-vous? Une semaine plus tard, le PPACI remet le couvert avec un autre meeting à Port-Boué, où le PDCI avait réussi un très grand coup il y a cela quelques semaines en arrière. Cette opposition-là, est-ce qu'elle peut surmonter cette divergence pour enfin se réunir? Moi, je salue, au-delà des divergences de point de vue, la dynamique qu'il y a au niveau de l'opposition. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, quoi qu'on dise, est un génie politique. Et ce rôle a rappelé, lorsqu'il a été transféré à l'AI en novembre 2011, très peu aurait mis une pièce sur son retour. Et il a signé son retour de fort belle manière en Côte d'Ivoire en 2021. Et depuis lors, il est sur le devant de la scène politique. C'est vrai que par moments, il y a des critiques vis-à-vis de ses prises de position ou encore avec ses anciens partenaires. Mais n'empêche que c'est quelqu'un qui reste droit dans ses bottes. Et on espère aussi qu'il y a des griefs, il y a des revendications concernant le processus électoral. On espère qu'au sorti de ces différentes manifestations, les différentes revendications seront entendues par le pouvoir en place. Quant à la manifestation de la CAPSI du côté de Yopougon, je pense que il y a au devant de cette manifestation deux personnalités qui restent des personnalités de terrain. Je vais parler de Charles Blé Goudé ou encore de Diao Foué, le député de Yopougon. Charles Blé Goudé qu'on aura l'occasion d'entendre tout à l'heure en quelques secondes. Et ces deux personnalités-là, je les ai vues sillonner plusieurs quartiers, non seulement de Yopougon, mais plusieurs localités aussi pour mobiliser les uns et les autres. Je pense pour ma part que ça sera forcément une réussite du côté de la Figayo. Mais est-ce qu'après cette manifestation, les revendications qui sont déjà connues des Ivoiriens seront entendues par le pouvoir? C'est là la grosse interrogation. Ce n'est pas vraiment la question. La question, c'est plutôt est-ce que l'opposition saura surmonter cette divergence pour parler d'une même voix un jour? Mais on va écouter Charles Blé Goudé dans cet élément que nous propose la régie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous voyez sourire. C'est-à-dire que à la veille du 31 mai, les feux sont ouverts. Ouverts côté mobilisation, ouverts côté administratif, mais surtout ouverts côté sécurité. Parce que ce qui nous tient à cœur, ce n'est pas seulement de vous rassembler, ce qui nous tient à cœur, c'est surtout que vous veniez en toute sécurité et que vous repartiez en toute sécurité. Mais surtout, que nous restions l'image d'une coalition responsable. Merci à vous tous. Ben, écoutez, Charles Blé Goudé, les conditions semblent réunies pour un meeting réussi demain, tant sur les plans sécuritaires que dans tout autre aspect. J'ai envie de vous demander aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure avec Jean-Richard, est-ce que vous pensez qu'avec l'état d'esprit actuel des dirigeants de la CAPSI notamment, qui semblent intégrer les revendications de toute l'opposition, quelles que soient ses colorations, l'on peut aboutir allègrement vers une sorte de réunification de cette opposition-là pour se dire on parlera d'une même voix face à la rigidité que peut tenir le régime comme méthode? Pourquoi pas? Nous sommes en politique, tout est possible.
Et je pense que cela va s'imposer à nos leaders politiques. Ils n'auront d'autre choix que de faire des concessions. Sinon, ce qui s'offrirait à eux ne sera pas agréable. Aujourd'hui, le PDCI gagnerait mieux à soutenir le PPACI plutôt que de laisser le RHGP continuer de gouverner. Vice-versa, le PPACI aussi gagnerait à soutenir le PDCI plutôt que de laisser le RHGP continuer de gouverner. Donc, je pense que ce sont des leaders qui sont matures. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas exclu que ces deux partis se mettent ensemble. Pour l'instant, ils jugent bon. Sous le leadership de qui? Sous le leadership. C'est vrai que le problème de leadership est réel. Le problème de leadership est réel parce que Laurent Gbagbo, quand même, est ancien chef d'État. Laurent Gbagbo a duré sur le terrain politique. Adversaire historique du PDC. Justement. Et le président Tidjane Thiam, aujourd'hui, est le président de l'un des plus grands partis de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on lui reproche d'avoir été absent pendant longtemps. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo se voit mal rester dans l'ombre d'un Tidjane Thiam. Et tout comme un Thiam qui se verrait très mal. Voilà. Faire une sorte de passe inespérée au PPACI. Vous savez, pour aboutir à ça, il y a encore des challenges, il y a encore des défis. Comme on l'a dit tout à l'heure là. Et l'opposition n'en démord pas. D'abord, la révision de la liste électorale pour pouvoir inscrire leur nom sur la liste, l'audit du fichier électoral. Et ils demandent même de remplacer le président de la CEI. Donc, avant d'aboutir à une alliance, entre ces deux grands partis-là, voilà autant de défis d'abord qu'il faut régler. Donc, pour ma part, je pense que la solution n'est même pas dans l'alliance. La solution n'est pas dans l'alliance, même dans l'élection, parce que l'élection même n'est pas sûre. Tant qu'on aura ces 4 grands leaders-là qui sont exclus de la liste électorale, c'est pas évident qu'on parte à des élections. Donc la question de l'alliance... En 2020, ça n'a pas empêché le boycott, l'opposition n'a pas empêché... En 2020, les contextes étaient différents. Les contextes étaient différents en 2020. On l'a vécu en 95 déjà. En 95, les contextes étaient différents. Aujourd'hui, en 2025, aujourd'hui, on a Laurent Gbagbo qui a été acquitté à la CPI, qui est là aujourd'hui. On a Tidjane Thiam qui est là aujourd'hui, qui pour la première fois aujourd'hui est candidat. On va passer à la revue de presse. Vraiment désolé, Soro, de vous interrompre de façon aussi brusque, mais le temps nous presse. Jean-Richard, vous avez à peine 60 secondes pour nous égrener les grands titres de la presse ivoirienne de ce vendredi 30 mai. Merci Adji. La revue de presse de ce jour s'ouvre avec l'intelligent d'Abidjan qui parle notamment de l'élection du 9e président de la BAD, Bad Boss, parlant de Sidi Oulta. Il sera le président de l'institution de 2025 à 2030. Cette élection fait également la une du Patriote qui affiche les propos de Sidi Oulta. Cette victoire est aussi celle de la Côte d'Ivoire. Banque africaine de développement titre Le Jour Plus, le Mauritanien Ould Sidi Oulta, nouveau président de l'institution. Oulta écrit: le président Ouattara a joué un rôle déterminant dans mon élection. La Mauritanie dit merci à Ado, selon le ministre de l'économie mauritanien. Et puis poursuivons cette revue de presse avec l'Inter qui revient non seulement sur l'élection du nouveau président de la BAD et qui affiche dans ses colonnes sa biographie, mais l'Inter revient également sur l'élection des présidentielles de 2025, les rois et chefs traditionnels en croisade contre les violences électorales. Nana Amontanoué, qui est le président de cette institution, interpelle: nous devons régler, nous devons rester très vigilants. Et puis le nouveau réveil parle du meeting du 31 mai à la place Figayo. Tout est prêt pour une mobilisation historique. Notre voix écrit les enjeux de la mobilisation de l'opposition, l'appel de Simone Gbagbo. Et puis le bélier intrépide revient sur la présidentielle de 2025, meeting du samedi 31 mai, le message de la CAPSI très attendu. Et puis terminons avec Fraternité Matin, le journal gouvernemental qui barre à sa une: coopération bilatérale et perspectives économiques. Ouattara reçoit Catherine Broker, Russell Hardy et le président de la BAD. Et puis le journal revient également sur le Sahara 2025. La Côte d'Ivoire se dote d'une bourse des matières premières agricoles. Merci bien Jean-Richard Nguesson. Merci également à vous, Soro Djabega. Vous n'avez pas le temps aujourd'hui de dire un mot sur ce que vient d'égrener Jean-Richard, mais c'est le temps qui joue contre nous. On va se dire au revoir et puis excellent week-end à toutes et à tous. On se retrouve le lundi 1er, non plutôt 2 juin pour décortiquer d'autres actualités nationales et également internationales. Au revoir.